Bonjour les amis. Sentir. Voir. Écouter. Grrr. Toucher. Goûter. J'ai un ami qui dit que la vie n'a de sens que lorsque les sens sont en vie. La Bourgogne des 5 sens est ici, c'est maintenant, c'est là. Sentir, déguster, contempler. Voici quelques mots qui me mettaient de bonne humeur pour commencer mon voyage au pays des 5 sens. C'est sur les routes autour du petit village de Marsanet-le-Bois que mon périple en terre bourguignonne commençait. Et quoi de mieux que la musique pour tester le sens de l'ouïe? Je décidai de rejoindre Julien, professeur de musique ambulant et féru des sonorités africaines. Bon, alors là, on est dans son second outil de travail. C'est la voiture. C'est ça, mon véhicule. Avec les djembés derrière et les... J'ai pas mal d'instruments en tout genre, issus d'Afrique de l'Ouest. Toi, tu as décidé d'amener la musique dans les lieux. Pourquoi? Ça me permet de rencontrer du monde et différents publics et de proposer la musique à plein de gens qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir se déplacer. Généralement, j'ai un super accueil dans tous les ateliers que je fais. Et puis d'ailleurs, là, je t'emmène faire une initiation. Moi? Ouais, toi. Tu veux m'initier, moi? Bien sûr. Bon. Eh ben, fais-moi écouter ce que tu écoutes d'ailleurs, parce que moi, j'écoute pas énormément de percus à la maison. On va écouter un peu de musique africaine. Allez, je m'en occupe. Allez. Ça, c'est le rôle du copilote. Bienvenue. Alors, Allez. là, c'est la caverne d'Ali Baba. On dirait pas, mais... Là-dedans, il y en a. Tout Tiens, ça? On allez, prenne tout? au boulot. Je prends le diplôme. Tu m'as l'air costaud. Tu vas en prendre un deuxième pour la route. Allez. Moi, je vais prendre les djembés. Allez, c'est parti pour mon premier cours de musique africaine. Au boulot. Bah dis donc, c'est lourd ça, hein? Pour les enfants, oui. c'est pas adapté. Non, c'est moi qui le reporte. Hop. Alors, ça, c'est une peau de chèvre. On va frapper la peau. Regarde bien. Et on va bien rebondir comme sur un trampoline, en fait. Et c'est bon. On va plus fort. Voilà. Avec les deux mains. Chacun à son tour. Pas mal. Cool. Bon. Regarde bien maintenant. Observer, puis reproduire les sons. Cette méthode, dite de l'oralité, Julien l'a découverte lors de ses nombreux voyages en Afrique. Une technique simple qui fonctionne plutôt pas mal. Le premier voyage, c'était 2000 au Burkina Faso. Après, j'ai voyagé, j'ai eu la chance d'aller chez un grand batteur en Guinée, chez Fadouba Oularé. C'était incroyable. J'ai fait plusieurs voyages en Guinée. Je suis retourné au Burkina Faso et puis peut-être un jour, prochainement, j'y retournerai. Quand tu donnes des cours aux enfants ou aux adultes, est-ce qu'ils connaissent déjà la musique africaine? Moi, je fais beaucoup d'initiations. Rares sont le public qui écoute déjà au quotidien des musiques africaines. Je présente les instruments, je leur apprends à jouer ensemble, à s'écouter. Ça, c'est important. Alors, écouter soi-même, mais écouter le groupe aussi. Je compare même souvent les percussions africaines à un sport collectif. On travaille ensemble pour produire une musique. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu vas faire partie de l'orchestre. On va voir ce que ça donne ta phrase au sein du groupe. Chouette. On y va? Chaud! Un concert en plein air en compagnie des anciens élèves de Julien. Pour une première, j'étais plutôt gâtée.
les sons, mais surtout les bruits n'allaient pas me quitter pour cette deuxième rencontre. À quelques kilomètres de là, sur le circuit de Is-sur-Tille, Florent m'invitait à un petit tour de piste. Une façon plutôt sportive de tester ma vue. Wow. Donc, les gants. Tu sais, je suis handicapé, donc... Encore 3 semaines. Il s'est pété le poignet et c'est comme ça qu'il a perdu le championnat d'Europe. Exactement. En Hongrie. Allez, bah c'est parti, on va partir faire 2 tours de reconnaissance tranquille. Ouais. Donc, circuit d'Is-sur-Tille, un circuit très sympa où il y a course de championnat de France tous les ans. On est dans de bonnes conditions pour rouler là aujourd'hui. Les conditions aujourd'hui sont pas trop mal, la terre est un petit peu humide et collante, ce qui nous donne une bonne adhérence au final. Il pleut de la boue. Voilà, les particularités de ces machines, c'est qu'on a une direction qui est très directe, des véhicules qui sont très sensibles, très légers, avec 180 chevaux de puissance et 4 roues motrices. Il faut savoir gérer tout ça, gérer la motricité, gérer la glisse. Voilà, on arrive au sommet du circuit, c'est un virage qui se passe super rapidement. Donc il faut le passer le plus vite possible pour ne pas perdre de temps. Contrairement à celui d'avant qui était très lent, où il fallait vraiment... Tu verras, il faut vraiment utiliser les freins et faire travailler son regard. On va dire qu'il y a un peu de danger parce qu'avec la vitesse, il y a toujours du danger. Et en sortant rapidement, on va se rapprocher du talus qui est juste en sortie. D'accord. Sans se le cogner non plus. C'est mieux. Des virages serrés avec des trajectoires à respecter. Il fallait que j'en sache un peu plus pour m'éviter une sortie de piste. Et tu m'as amené dans ce virage, pourquoi? C'est le virage le plus critique du circuit, Okay. le plus serré. Donc c'est celui où il faut faire travailler ton regard. Là où tu vas regarder, naturellement, ça va donner l'ordre à tes pieds et à tes mains de faire ce qu'il faut pour aller là où tu regardes. Donc on va mettre ce cône ici et ce cône va matérialiser ton point de corde. Point de corde, c'est-à-dire que c'est l'endroit où tu dois venir tangenter le virage avec ta trajectoire. Donc si tu regardes quand tu vas arriver dans ton virage, les yeux sur le point de corde, tu vas faire naturellement ce qu'il faut pour aller dessus et ça va te guider sur la bonne trajectoire. Okay. Donc en gros, quand je vais arriver là, si je suis bien, j'arrive comme ça? Un peu plus sur l'extérieur du virage. Ok. Et à partir d'ici là, je regarde sur mon cône et je vais droit sur le cône. Tu regardes le cône et une fois que tu arrives dessus, ensuite tu regardes déjà plus loin. Et surtout si tu pars à la faute, en tête à queue ou quoi que ce soit, tu regardes pas, tu regardes bien où tu vas aller. Le point supposé Voilà, d'impact. Au exactement. contraire, c'est la ligne droite qui m'intéresse. Exactement. Ok. Donc en gros, je roule à 50 et on est bien. Tu rouleras à ton rythme Ouais. et on y va progressivement. Et on est bien. Ok. À moi de Eh ben, jouer. écoute, d'accord. La sensation d'enfermement était grande dans ce tout petit buggy. Mais bon, avec un peu de vitesse, Ok, ça devrait donc passer. On va y aller, tu mets ta première, Ça y est. tranquillement. Ouais, c'est bon. Ok. Et tu lâches l'embrayage et on peut y aller. Un petit filet de gaz pour démarrer, éviter de caler, super, génial. Tu penses bien à ton regard posé sur le point de corde, comme on a dit tout à l'heure dans l'exercice. Voilà, c'est bien là, tu vois, tu ressors bien intérieur au point de corde, donc ça c'est bien. On arrive dans le virage critique, donc on s'écarte, voilà. On met du volant, on regarde, on projette son regard sur le point de corde, voilà, c'est encore plus froid que tout à l'heure. Et maintenant tu regardes déjà plus loin, ça c'est très bien. Allez, on a un bout de ligne droite, on peut accélérer, on en profite, on a de la puissance, on essaye d'en profiter pour se faire plaisir. Dans la ligne droite, les champions peuvent atteindre des pointes jusqu'à 160 km/h. Pour moi, ce fut un peu moins vite et avec une seule ambition, garder la bonne trajectoire. Ok, la boue comme déjeuner, c'était terminé. J'aspirais maintenant à un peu plus de calme et de saveur. Mon circuit des 5 sens m'emmenait sur la route des Grands Crus, au niveau de Pernan-Vergelès. C'est là, au milieu de son domaine viticole, que le chef Laurent Peugeot a voulu mettre à l'épreuve mon sens du goût. Une dégustation surprenante aux saveurs asiatiques m'attendait.
Sucré salé. Les deux en même temps, mais c'est un même produit. C'est le miso brun. Le miso brun. Le miso brun au sésame. Là, c'est vraiment un miso qui est aromatisé et qui est avec du sésame grillé à l'intérieur. Tu es né ici, en Bourgogne, Oui, et tu as ce goût pour cette cuisine asiatique et pour le voyage. tout à fait, oui. Comment ça t'est venu? C'est quoi ton histoire? Alors, mon histoire, elle est simple. J'étais chez Monsieur Lameloise, 3 étoiles à Chagny, Oui, d'accord. qui est un chef incroyable. Ça a été mon maître dans toutes ces années où j'étais là-bas. Et je suis tombé amoureux d'une stagiaire japonaise qui était là-bas. Et voilà, ça s'est fait où j'ai pris ma valise, je suis monté dans l'avion et je suis parti au Japon et je suis resté 5 ans. Et maintenant, depuis plus de 22 ans, je voyage entre l'Asie et la France. Donc c'est le Japon, c'est la Chine, c'est la Thaïlande, c'est les Philippines, la Malaisie. Et justement, la clientèle qui vient à la maison, c'est une clientèle qui vient découvrir ces saveurs. Donc ils veulent prendre un petit coup de ploum dans la surprise. La surprise. Du parce peps que... dans les sens. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a à la carte ce midi, puisqu'on n'est pas loin là de l'heure du repas? On va faire un petit homard bleu, mais en raviole, style shumai, c'est le terme japonais. On embarque tout ça pour y aller? On y va. Allez, il y a plein de choses que j'ai pas encore Eh sorties ben, ou goûtées, alors... On le mettra justement sur l'assiette. L'équipe, elle t'a préparé des shumai, tu vois, à base de homard bleu avec un concassé de fenouil. Et t'as vu la cuisson vraiment translucide. Ouais. Ça a l'air bon tout ça. Hein. Alors comment je peux t'aider, moi? Eh ben écoute, je te laisse mettre donc les ravioles Comme je veux. Hein. comme tu veux, avec la petite carotte. Alors, les Japonais ont un mot pour désigner une autre saveur. C'est l'umami. Umami. 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 Voilà. U-M-A-M-I. Ouais. Et en fait, on dit en japonais umami, c'est umai. Umai, c'est quand tu manges quelque chose et waouh, tu fais c'est umai. Ça veut dire c'est notre voilà. Et contentement. C'est délicieux. Ça veut dire c'est délicieux en japonais. Et le mi, umami, c'est le goût en fait. Tout simplement, ça veut dire goût délicieux. On va chercher le bouillon? Allez, une des dernières étapes, je pose les baguettes. Donc tu vois, Damien a préparé un bouillon qui est... Damien, il est là. Damien, il est là, oui, il est derrière. Qu'est-ce que tu prépares là? Donc là, je prépare du cendre fumé. Donc je vais faire des petites tranches. Après, je vais reconstituer une boule en fait. Avec de l'artichaut? Artichaut, cendre fumé, maïs Cru? fumé. Comme Oh un là saumon. là, Comme un c'est saumon bon. fumé. Vous fumez ici? Ouais. Vous le fumez vous-même? Oui, bien sûr. Oh là là. Je peux goûter? Bien sûr. Oh, allez. C'est le palais du goût ici. Excellent. Merci. Allez, on va goûter et on va terminer le bouillon. Ah oui, c'est bon. C'est bon? Ah, ça change complètement. Là, maintenant, donc on est prêt. Tu vois, la fusion, c'est terminé. Et donc, on va la servir un petit peu dedans. Un quart, à peu près. À côté. À côté. Ah, d'accord, on laisse le choix. Et donc là, c'est vraiment... Tu le dégustes vraiment comme tu veux. C'est l'heure de goûter. Allez, on va déguster avec ce beau soleil. Allez, on trempe. C'est excellent. J'allais maintenant essayer de mettre mes cours de cuisine à profit. J'enfilais à nouveau mon tablier et prenais la direction du parc de l'Auxois. J'espérais que ma recette spéciale pour animaux préhistoriques allait plaire. La recette du chef. Poulet, légumes. Légumes et fruits, on va mettre un peu de melon. Allez, Très équilibré. un dernier tour de main et j'étais prête à faire goûter mon plat. Mathieu, j'ai préparé la recette, je rentre. Bon, c'est la première fois que je rentre dans un parc à iguanes, hein.
D'ailleurs, pour le moment, je vais rester proche de toi. Ils sentent là que je suis étrangère et que je suis jamais venue. Ils reconnaissent l'odeur? Alors ils reconnaissent, oui, tout à fait. Là, ils voient bien que c'est quelqu'un d'inconnu, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. D'ailleurs, ils me Mais regardent. après, ça leur pose pas de problème. Ça ils ont vu que tu arrives problème. avec une gamelle, donc Bon. ça les attire. Alors justement, j'ai préparé de la viande avec de la salade et des fruits. Est-ce que c'est bon? Alors la salade et les fruits, c'est bon. Par contre, la viande, pas du tout. On a tendance à penser que c'est gros lézards, donc ils sont carnivores. Mais il faut savoir que non. Combien de fois tu leur donnes à manger par jour? Ils ont une fois, ils ont leurs 2 C'est gamelles, tout. donc juste le matin, voilà, c'est ça. L'iguane est un reptile. C'est ça, l'iguane est un reptile, il fait partie de la famille des lézards. Alors là, tu vois, tu as donc les narines, donc c'est avec ça qu'elle va sentir. Elle va aussi sentir un peu avec sa langue. Ensuite, tu as les yeux, donc pour voir, et les oreilles, bien sûr, pour entendre. Alors les oreilles, c'est pas comme nous, hein, c'est pas externe, donc c'est juste un petit trou, voilà, protégé par une écaille, tout simplement. C'est quoi l'espérance de vie pour un Alors pour un reptile iguane? comme ça, on en est à 15-20 ans. Voilà, donc les plus vieux commencent à être des papiers et des mamies. Oui, j'aime pas trop celui qui arrive là. Alors voilà, ça c'est notre gros mâle dominant là qui s'approche. Ok, C'est le plus gros qu'on a. Ok. Et c'est le plus âgé. Ok, tu veux pas? Oh putain. Il est venu pour m'attaquer quand même tout à l'heure quand il a bougé comme ça? Alors ou- il n'aurait pas spécialement attaqué, en fait il est venu pour essayer de nous repousser, pour montrer que c'est lui le chef. En plus il doit sentir que tu as peur, donc il en profite. C'est un petit malin. Normal. Alors. Ouh, regarde-le. Ah, il y a un combat de chef là. C'est toi ou c'est moi la chef? Ok, je te laisse la place. Tu m'emmènes où? Donc là je t'emmène chez les bois constrictors, donc là on va aller voir le gros mâle qui fait à peu près 2 mètres. Mais ça peut atteindre au moins 4 mètres comme serpent. Je te suis là? Oui, viens, rentre. Et il pèse? Et il pèse à peu près une quinzaine de kilos. J'avais pas vu qu'il y en avait un. Ok. Donc la langue, en fait, ce qu'on ignore et ce qui nous fait souvent peur, on a l'impression qu'ils nous sortent la langue pour nous piquer, mais non, c'est pas ça. Non, c'est ça, tout à fait. Donc la langue, c'est pas une réaction agressive, c'est pas du tout pour mordre, c'est juste pour sentir. Donc quand il sort sa langue, comme ça lui permet de capter les molécules d'odeur autour de lui et va les ramener au palais un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson, qui va analyser toutes ces informations et tout transmettre au cerveau. Grâce à ça, il peut sentir même les hormones, les phéromones. Là, il peut sentir vraiment plus de choses que nous, les humains. Est-ce qu'il y a d'autres sens comme ça qui sont différents de ceux qu'on connaît, des codes qu'on a nous, au niveau par exemple de la vue ou de l'ouïe? Bon, la vue, c'est comme nous. Ils voient même un champ qui est beaucoup plus large que nous. Ok. Il faut savoir, par contre, pour l'ouïe, les serpents sont quasiment sourds. On peut dire qu'ils sont sourds parce qu'en fait, ils ne vont sentir que les vibrations, rien de plus. En fait, ça se situe dans le ressenti. Ils n'entendent pas, Voilà. mais ils ressentent des secousses, C'est ça, grâce à le leur oreille pallone. interne. Voilà, ils ont une oreille interne, donc pour ce qui est l'équilibre, hein, comme nous, mais ils n'ont pas d'oreille externe qui leur permet d'entendre les vibrations de l'air, donc les sons. Et la vision, j'avais entendu dire que c'était qu'ils voyaient en infrarouge. Est-ce que c'est vrai ou Alors, pas? c'est pas les yeux qui vont voir en infrarouge, c'est que certaines espèces. Là, ça va pas être les bois, ça va être les pitons et les crotales. En fait, ils ont des petits trous autour du museau, et ça va leur permettre en fait de voir la chaleur. Voilà, donc c'est une vision qui s'ajoute à la vision des yeux. Voilà, c'est ce qu'on appelle une vision thermique ou infrarouge. En fait, c'est un sixième sens. C'est ça, tout à fait, c'est une sorte de sixième sens, ouais. Je ne pouvais quitter cet endroit sans toucher ce magnifique animal. J'étais à la fois fascinée et terrorisée par la puissance qu'il dégageait. Bon, j'arrête de l'embêter et je retourne dans le monde des humains pour expérimenter mon sens de l'odorat. Bon, eh bien moi je viens chercher les senteurs difficiles quand on voit ces belles vignes de pas voir un petit peu ce que ça sent. Le problème, c'est qu'on arrive en fin de vendange. Alors, il n'y a pas grand-chose là. Qu'est-ce que... Dis donc Gaëlle, alors qu'est-ce que tu sens? Ça sent plus grand-chose. Ben, j'essaie de chercher les arômes. Si tu veux, viens, j'ai d'autres arômes à te montrer. Ah, chouette, tout n'est pas perdu. À quelques kilomètres de Beaune, au cœur des vins de Bourgogne, Sylvain m'a préparé un parcours œnologique plutôt atypique. Au pied des falaises calcaires, tout près du village d'Orche, un paysage magnifique se dessinait. Allait-il perturber ma concentration? Alors Gaëlle, est-ce que tu as pu sentir cet arôme? Ah oui, Il est bien présent. c'est un agrume. Dis-moi. Exactement, c'est bien. Et quel agrume? Il me semble que c'est le pamplemousse. Ah ben regarde, tu as la réponse sur la petite plaque. Pamplemousse. Parfait. C'est ça. Est-ce que c'est un arôme qu'on a tout le temps dans le type de vin, donc c'est le vin blanc, hein? Dans les vins blancs, Dans les issus vins du blancs. cépage chardonnay, oui. Alors, spécialement dans les vins blancs qui sont
vinifiés et élevés en cuve. Et on va retrouver ce type d'arôme, par exemple, dans les Bourgognes Côte-de-Beaune, dans les Bourgognes appellation régionale, mais également dans les vins du Mâconnais. C'est vraiment un arôme de jeunesse, de fraîcheur, c'est ça, jeunesse qui est vraiment et fraîcheur. plaisant, qu'on va retrouver dans les vins goulayants. Généralement, on distingue 3 familles d'arômes. Les arômes primaires qui sont plutôt des arômes floraux, fruités, végétaux. Et après, on va évoluer vers des notes un petit peu plus de fermentaires, voire bien sûr après des arômes de vieillissement. Le sens de l'odorat est le sens que l'on conserve le plus longtemps au niveau de la mémoire. Ça fait appel à la partie limbique du cerveau. Exactement. Donc c'est enregistré dans les souvenirs, etc. Les arômes, on peut les garder en mémoire à peu près 7 ans. Ah waouh. La vision, enfin le visuel, c'est 5 ans. Ah oui. Donc vraiment, c'est lié au vécu de chaque personne. Pour en connaître un peu plus sur l'histoire viticole, je continuais mon parcours avec Sylvain. Encore un petit effort et je serai bientôt récompensée. On a combien d'hectares ici en Bourgogne? Alors la Bourgogne viticole couvre à peu près 28 000 hectares. De la côte Saint-Jacques, au nord de Chablis, jusqu'à Saint-Véran dans le Mâconnais. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ce fameux climat de Bourgogne? Alors les climats au niveau des climats des lieux-dits, ça c'est toute la richesse de la Bourgogne et ça date depuis l'époque des moines, donc l'époque cistercienne. Les moines à l'origine devaient bien nommer les parcelles dans lesquelles il fallait aller travailler et en goûtant le vin, alors sur bien sûr des centaines d'années, ils ont identifié que telle ou telle parcelle donnait des vins avec des arômes différents. Et donc ils leur ont donné des noms, c'est ce qu'on appelle nous les climats. Et maintenant la côte de Beaune et la côte de Nuits sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO pour leur climat. Ici, on est à 100 mètres du sol et c'est un lieu idéal pour parler d'une chose que tu maîtrises aussi, c'est la géologie du lieu. Qu'est-ce qu'il y avait ici il y a 100 000 ans? À l'époque du Jurassique, il faut revenir en arrière, si on veut parler de la géologie de la côte viticole, ici à cet endroit-là, une mer s'étendait. Une mer peu profonde, nous étions sous un climat très chaud, un petit peu comme les Caraïbes, les Bahamas, et tous les organismes marins qui vivaient à l'intérieur dans cette mer, lorsqu'ils mouraient, ils sédimentaient, ils se déposaient au fond, et leurs squelettes ont formé les roches calcaires. Et à la fin de cette période, la mer s'est retirée à l'époque tertiaire. Lorsque les Alpes ont poussé, ce banc calcaire qui était plat s'est fracturé en plusieurs marches, et là on est sur l'avant-dernière marche où en fait s'est établi le vignoble. Yael, tu sais, depuis tout à l'heure, on parle du goût, on parle des odeurs, des arômes. Maintenant, on va peut-être quand même goûter ce vin et sentir les arômes qu'il contient. Avec grand plaisir. Tu me gâtes. C'est un Bourgogne Haute-Côte-de-Beaune 2014. Merci beaucoup. Santé. Pour la Yael. visite et le parcours, c'était super. Merci beaucoup. Également. Super, je reprends un peu de vue. Il me manquait un sens primordial à tester, celui du toucher. Et quoi de plus simple que de me joindre à une équipe de rugby à toucher pour le mettre à l'épreuve. Je me dirigeais vers Jean-Lys pour rencontrer Bruno, mon coach d'un jour. Ok, on y va. Ah, je donne pas et toi, il vient sur toi, je donne pas. Donc là, il fallait donner. Quand on m'a proposé de rejouer avec ça, avec le rugby touché comme ça, le fait qu'il n'y ait pas de contact, qu'on limite les blessures, qu'on fasse travailler le cardio, ça permet de revenir sur le... J'aurais pas dû... De retrouver le pré, comme on dit, le terrain, sans se faire mal, quoi. De retrouver les copains, l'ambiance du rugby, vas-y. Ah, c'est bien. T'as vu comment elle t'a eu, là? Comme un bleu en rouge. Hop, voilà. Là, il est touché, tu dois rester au contact. Là, tu dois rester au contact. Okay, pour et moi, j'ai le droit de jouer normalement. Ah, voilà. ok. Et après, je peux repartir. Et moi, je peux là. Enfin, non, voilà, ou tes partenaires. D'accord. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon joueur de rugby touché? Qualité d'un joueur de rugby, c'est-à-dire observer le placement de l'adversaire pour voir où il faut jouer. Ouais. On essaie toujours de jouer là où il y a le moins de monde. Et puis... anticiper les déplacements? Ouais, anticiper ce que va faire l'adversaire. Donc regarder quoi, beaucoup? Ouais, beaucoup d'observation. Après, faut pas louper les touchés, il faut toujours accélérer pour toucher le joueur. Le souffle, la vision et le toucher. C'est ça. Souffle, vision, toucher, ouais. C'est pas mal, ouais. Apparu en Australie dans les années 50, le rugby à toucher est un sport sans aucune agressivité. Une particularité qui a attiré de nombreuses joueuses. Et oui, la mixité au rugby à toucher, ça fonctionne.
Allez, place au match. Il est touché. C'est là en fait. Voilà, il va nous la passer. Décalez les gens. Plonge, plonge. J'étais épuisée par cette séance, mais heureuse de terminer en équipe mon voyage en Bourgogne. Après avoir exploré les 5 sens, je me suis aperçue que chacun d'entre nous avait un sens caché, une communion avec l'autre, que l'on appelle le sens du partage. C'est là, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on reste en lien. J'ai un blog qui est accessible depuis le site de France 3. Nous pouvons interagir ensemble, surtout n'hésitez pas, vos retours me feront le plus grand plaisir. Prenez soin de vous, prenez grand soin de vos sens, ça c'est important. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. La semaine prochaine, dans C'est là, Gaël Grandon vous emmène sur les routes du rock. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Voilà, c'est à peu près ça. Les grands du rire du dimanche inédits, tout de suite.